à 14h47, le 27 mars 1945. Le commandant d'escadrille de la RAF Bruce Buckham faisait décrire des cercles à son bombardier, Avro Lancaster, au-dessus de Brême en Allemagne, observant en contrebas ce que le renseignement allié qualifiait de structure la plus indestructible jamais construite par l'homme le bunker de sous-marin Valentine, doté de 7 mètres de béton, armé, conçu pour résister à des impacts directs des plus grosses bombes existantes. Les ingénieurs d'Hitler avaient promis qu'il était à l'épreuve des bombes. Buckham transportait pourtant quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais vu, une bombe sismique grand slam de 22 000 livres, la plus grande arme conventionnelle jamais larguée, et il s'apprêtait à prouver que rien de ce que l'homme construit n'est réellement indestructible. Mais je vais trop vite. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert lorsque je suis entré pour la première fois dans ce tombeau de béton. L'entrée s'ouvre devant moi, comme la gueule d'une bête préhistorique, 40 mètres de large, 20 mètres de haut, une porte conçue pour des géants. Le faisceau de ma lampe torche disparaît dans l'obscurité au-delà, englouti par des ombres demeurées intactes depuis près de 80 ans. L'air me frappe en premier froid, humide, saturé de l'odeur d'eau stagnante et de métal rouillé. Chaque respiration a le goût de la poussière de béton et de la décomposition. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est un mausolée, un monument à l'échec sculpté dans 132 000 tonnes de ciment et de travail forcé. Je franchis le seuil et mes pas résonnent sur des murs assez épais pour arrêter un obus de char, le son rebondissant depuis les profondeurs, multiplié et déformé jusqu'à ressembler à des murmures de mort. Au-dessus de moi, le plafond se perd dans le noir, 7 mètres de béton massif, renforcé d'acier et d'agrégats, conçus pour se moquer des bombes alliées. Les ingénieurs qui l'ont bâti avaient calculé que rien ne pourrait le pénétrer. Ils avaient presque raison. Le bunker Valentine devait changer le cours de la guerre. Dès 1943, les bombardiers alliés détruisaient la production allemande de sous-marins, plus vite que les chantiers navals ne pouvaient les remplacer. Chaque mois, moins de U-boots quittaient les ports pour traquer les convois alliés. La bataille de l'Atlantique tournait en défaveur de l'Allemagne. L'amiral Karl Dönitz avait besoin d'une solution, un endroit où les sous-marins pourraient être construits en parfaite sécurité, protégés des raids aériens et dissimulés aux avions de reconnaissance. La réponse s'appelait Valentine. Pas seulement un bunker, mais une usine souterraine de sous-marins. Les chiffres donnaient le vertige: 426 mètres de long, 97 mètres de large, 33 mètres de haut. Plus grand qu'un stade de football, conçu pour produire 2 sous-marins complets de type 21 par mois, grâce à un système de chaîne de montage emprunté à l'industrie automobile. Je m'enfonce plus profondément dans le complexe ma lampe, révélant des détails que l'obscurité a dissimulés pendant des décennies. D'immenses poutres d'acier pendent du plafond, comme les côtes d'une baleine mécanique, tandis que des piliers de béton émergent d'un sol inondé, leur surface striée de taches de rouille et de dépôts minéraux. Voici la section de construction numéro 1, le hall d'assemblage principal, où les coques de sous-marins devaient être soudées dans un confort climatisé, tandis que les bombes alliées tombaient sans effet sur le toit au-dessus. Les ouvriers pouvaient construire des sous-marins en manches de chemise, pendant qu'une ville entière brûlait autour d'eux. Mais ces ouvriers n'étaient pas des volontaires. L'organisation Todt, le bras de la construction militaire de l'Allemagne nazie, réquisitionna 12 000 travailleurs forcés pour bâtir Valentine russe, polonais, prisonniers de guerre français, déportés des camps de concentration. Ils travaillaient par équipe de 12 heures, dans un froid glacial, mélangeant le béton à la main, transportant des poutres d'acier plus lourdes que des voitures.
Le taux de mortalité était effroyable. Malnutrition, épuisement, accidents industriels, exécutions pour sabotage. Les corps étaient enterrés dans des fosses communes à proximité, sans nom, sans registre, sans mémoriaux. Seulement des cadavres numérotés dans un projet qui exigeait des sacrifices de tous, sauf des ingénieurs qui l'avaient conçu. J'atteins ce qui était autrefois la baie des grues. Au-dessus de moi, des rails pendent encore du plafond, conçus pour transporter des sections de sous-marins pesant des centaines de tonnes. Les grues ont disparu depuis longtemps, récupérées ou mises à la ferraille il y a des décennies. Mais les points d'ancrage demeurent d'énormes supports d'acier, noyés dans le béton destiné à survivre à la civilisation qui les a construits. De l'eau goutte, continuellement de quelque part au-dessus, le bruit résonnant dans l'espace caverneux, comme un métronome comptant à rebours vers le néant. Les flaques reflètent le faisceau de ma lampe, donnant l'illusion que je marche à travers un lac souterrain. C'est ici que la magie devait opérer les sous-marins de type 21, les bâtiments sous-marins les plus avancés, jamais conçus, dotés de moteurs électriques, pour une navigation silencieuse de systèmes de schnorchel, pour respirer sous l'eau, et d'un sonar plus sophistiqué que tout ce que possédaient les Alliés. Chaque sous-marin devait emporter 23 torpilles et suffisamment de carburant pour atteindre le port de New York. Le type 21 pouvait rester immergé pendant des semaines, avançant en silence et en profondeur tout en traquant le trafic allié. Dönitz croyait que 50 de ces navires pourraient transformer l'Atlantique en un lac allemand. La construction commença au début de 1944 avec une livraison prévue pour mars 1945. Le calendrier était insensé, même selon les standards nazis, 12 mois, pour excaver 1 million de mètres cubes de terre, couler 132 000 tonnes de béton, installer des systèmes de ventilation des réseaux électriques, des liaisons ferroviaires et des machines. Mais les ingénieurs d'Hitler croyaient en l'impossible. Ils conçurent Valentine pour qu'il soit invulnérable. Le toit avait 7 mètres d'épaisseur, renforcé par un treillis d'acier et des agrégats destinés à absorber les impacts de bombes comme une éponge. Des canons antiaériens devaient protéger les entrées. Des tunnels souterrains reliaient le complexe aux lignes ferroviaires et aux centrales électriques voisines. Rien ne pouvait l'arrêter. Rien ne pouvait le détruire. Ils avaient tort. Je suis la passerelle inondée vers ce qui était autrefois les alvéoles à sous-marins. Ces chambres avaient été conçues pour accueillir des U-boots achevés pendant qu'on les équipait en armes et en ravitaillement. Chaque alvéole était assez vaste pour contenir un immeuble de 4 étages. À la place, elles sont remplies d'une eau noire qui reflète ma lumière comme de l'huile. L'eau est étonnamment profonde, peut-être 3 mètres suffisamment, pour dissimuler les équipements abandonnés, lorsque le projet s'est effondré. Par moments, j'aperçois sous la surface des formes métalliques des machines, des outils, des fragments de sous-marins jamais achevés. C'est ici que l'histoire devient intéressante, car Valentine a presque fonctionné. En février 1945, la structure était achevée à 95%. Le béton avait durci. Les machines étaient en cours d'installation. Des sections d'essai de coques de sous-marins étaient assemblées dans les ateliers. Les ouvriers allemands n'étaient plus qu'à quelques jours de lancer le premier sous-marin Taipa et le premier Evina, construits en totale sécurité, à l'abri des bombardements alliés. Après 2 années de travaux et des milliers de morts, l'usine de sous-marins prétendument indestructible d'Hitler était prête à changer le cours de la guerre. C'est alors que le commandant d'escadrille Buckham arriva avec sa bombe Grand Slam. La Grand Slam était la réponse de l'ingénieur britannique Barnes Wallis aux cibles fortifiées 22 000 livres
d'explosifs Torpex enfermés dans une enveloppe d'acier conçue pour pénétrer profondément dans le sol avant d'exploser. La bombe produisait des ondes de choc sismique capables d'effondrer les structures de l'intérieur. Les services de renseignement alliés surveillaient Valentine depuis des mois. Ils savaient ce que ce site représentait. Ils savaient qu'il fallait l'arrêter. Je gravis un escalier rouillé menant à ce qui était autrefois le niveau supérieur. Le métal gémit sous mon poids, rongé par des décennies d'humidité et d'abandon. Chaque pas envoie des échos qui rebondissent dans l'obscurité comme des coups de feu. Le niveau supérieur était destiné aux bureaux administratifs, à la distribution électrique et aux équipements de ventilation. À la place, c'est un labyrinthe de couloirs inondés et de plafonds effondrés. De l'eau goutte en permanence des fissures du béton au-dessus, le son étant hypnotique, presque musical. C'est ici que je découvre les premières preuves de ce qui s'est produit. Le 27 mars 1945, un trou dans le toit pas immense, selon les standards d'un bunker, peut-être 5 mètres de diamètre, mais parfaitement rond, parfaitement net, comme si quelqu'un avait utilisé une perceuse géante pour traverser 7 mètres de béton armé. La Grand Slam de Buckham avait fait exactement ce que Barnes Wallis avait conçu. La bombe avait traversé le toit, supposément impénétrable, et explosé profondément à l'intérieur de la structure. Les ondes de choc avaient brisé les poutres de soutien, fait s'effondrer des tunnels et inondé les alvéoles à sous-marins avec les eaux souterraines. Et pourtant, ce qui m'étonne le plus, c'est que le trou est minuscule comparé à la taille colossale du bunker. La Grand Slam n'a détruit qu'environ 5% de la structure. Le reste demeure exactement tel que les ingénieurs allemands l'avaient construit, indestructible comme promis. L'ironie est parfaite. Valentine a survécu à la bombe, censée le détruire, mais les dégâts ont suffi à mettre fin, à jamais, à la production de sous-marins. Les zones d'assemblage ont été inondées, les machines détruites, et l'environnement soigneusement contrôlé, nécessaire à une fabrication de précision, a disparu. Je traverse des couloirs qui s'étendent dans l'obscurité au-delà du faisceau de ma lampe. Certaines zones sont totalement inondées, accessibles uniquement en bateau ou avec du matériel de plongée. D'autres sont parfaitement sèches, préservées comme des vitrines dans un musée des ambitions avortées. L'ampleur devient écrasante. Avec le temps, pièce après pièce, couloir après couloir, tous construits pour abriter une industrie qui n'a jamais existé. Les murs de béton semblent se resserrer, me rappelant que je me tiens à l'intérieur de quelque chose conçu pour résister à des armes nucléaires. Voici la section de construction numéro 3, où l'électronique des sous-marins aurait dû être installée, rangée d'interrupteurs et de panneaux de contrôle, équipements sonar poste radio, toute la technologie nécessaire pour faire des sous-marins de type Vissun, les prédateurs les plus avancés des océans. Rien de tout cela n'a jamais été installé. Les pièces sont vides, à l'exception des points d'ancrage où les machines auraient dû être fixées. Des conduits électriques parcourent les murs comme des artères, dans un corps mort transportant de l'énergie vers des équipements qui n'ont jamais été raccordés. Je trouve partout des traces des ouvriers des graffitis, gravés dans le béton des marques d'outillats, là où des masses ont ébréché la pierre des copeaux de métal, éparpillés sur le sol, vestiges d'opérations de soudage interrompues en plein travail, lorsque la nouvelle de la fin de la guerre est arrivée. Certains graffitis sont en russe des lettres cyrilliques formant des noms, des dates, des messages, le mot « maison », quelques mots en polonais, des phrases en français, gravées avec des morceaux de métal brisés. Les travailleurs forcés ont laissé leur empreinte sur chaque surface
qu'ils pouvaient atteindre. La plupart des inscriptions sont aujourd'hui illisibles, effacées par l'humidité et le temps. Mais il m'arrive d'en trouver une encore parfaitement lisible. Ivan Petrov, 1944, Moskva, un nom, une année, une ville natale. Le fils de quelqu'un mort en construisant ce monument à l'ingénierie nazie. Plus je m'enfonce, plus la conservation devient complète. Les sections du bunker qui furent scellées lorsque le projet s'acheva sont restées exactement telles que les ouvriers les ont laissées en mars 1945, des outils éparpillés sur les sols de béton, des soudures à moitié terminées, sur des poutres d'acier, des plans moisis, rangés dans des armoires étanches. C'est comme marcher à travers une capsule temporelle ou une scène de crime restée scellée pendant 80 ans. Ce lieu devait être l'aboutissement de l'ingénierie militaire allemande, l'union de la technologie sous-marine et de la production industrielle destinée à donner à Hitler la maîtrise de l'océan Atlantique. À la place, il est devenu une tombe pour 12 000 travailleurs forcés et un monument à l'hubris du Troisième Reich. J'atteins l'extrémité du bunker, là où les coques de sous-marins auraient dû être mises à l'eau dans la rivière Weser, grâce à un système d'écluses et de canaux. Le bassin de lancement est aujourd'hui inondé, rempli d'une eau sombre qui dissimule les rails et les machines en dessous. C'est ici que les sous-marins de type 21 auraient glissé silencieusement dans la rivière, sous le couvert de l'obscurité, puis se seraient immergés en direction des zones de chasse de l'Atlantique, chacun transportant suffisamment d'armes pour couler une douzaine de navires marchands et assez de carburant pour rester en mer pendant des mois. La technologie était révolutionnaire, des moteurs électriques ne produisant aucun échappement, des batteries capables d'alimenter un sous-marin sous l'eau pendant des jours, des équipements sonars capables de détecter des cibles à des distances jusqu'alors impossibles. Mais une révolution exige plus que de la technologie, elle exige du temps. Et en mars 1945, l'Allemagne nazie n'en avait plus. La bombe Grand Slam, qui a percé le toit de Valentine, fut larguée seulement quelques semaines avant le suicide d'Hitler dans son bunker berlinois. La guerre touchait à sa fin, que l'Allemagne parvienne ou non à construire de meilleurs sous-marins. La bataille de l'Atlantique était déjà perdue. J'éteins ma lampe torche et reste immobile dans l'obscurité totale, écoutant le bruit de l'eau qui goutte quelque part au-dessus. Le silence est profond, presque physique. Voilà le son que produisent 132 000 tonnes de béton rien. Quelque part, au-dessus de moi, Brême poursuit sa vie de ville allemande moderne. Des voitures circulent dans des rues où des bombardiers alliés larguaient autrefois leurs charges. Des enfants jouent dans des parcs construits sur les ruines de bâtiments détruits. Le monde a avancé. Mais ici le temps s'est arrêté en mars 1945. Les outils sont toujours là, où les ouvriers les ont laissés tomber. Les plans sont encore épinglés sur les tables à dessin. Les coques de sous-marins attendent toujours une finition qui ne viendra jamais. Lorsque je rallume ma lampe, le faisceau éclaire quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant, une section de mur de béton, où quelqu'un a gravé un seul mot en anglais, « Never ». Je ne sais pas qui l'a inscrit. Un prisonnier de guerre allié? Un ouvrier allemand qui en avait assez vu? Quelqu'un qui avait compris que construire des armes dans des bunkers privés de lumière menait à une impasse? Le message semble approprié. Ce lieu incarne tout ce qui ne va pas dans la logique de la guerre totale, la volonté de sacrifier des vies humaines sans limite pour un avantage militaire temporaire, la croyance que des solutions techniques peuvent résoudre des problèmes politiques. Valentine a été conçue pour être indestructible,
Ces bâtisseurs ont réussi, mais l'indestructibilité sans but n'est qu'un autre mot pour le gaspillage. Alors que je me dirige vers la sortie, mes pas résonnent dans des couloirs qui survivront à la civilisation qui les a construits. Le béton restera là pendant des siècles, peut-être des millénaires, longtemps après la mort de tous ceux qui se souviennent de la Seconde Guerre mondiale. Valentine subsistera encore un monument à l'échec, un témoignage des limites de l'ambition humaine, un rappel que certaines victoires coûtent plus qu'elles ne valent. Devant moi, l'entrée baigne dans une lumière naturelle qui paraît presque irréelle après des heures passées dans l'obscurité artificielle. Je sens l'air frais, j'entends les oiseaux chanter, je perçois le monde des vivants qui m'attend à l'extérieur. Mais je me souviendrai de cet endroit, l'odeur de l'eau stagnante et de la poussière de béton, le son des gouttes résonnant dans des chambres conçues pour des sous-marins qui n'ont jamais été construits, le poids de 7 mètres de béton, pesant comme le jugement de l'histoire. Si cette exploration vous a touché comme elle m'a touché, cliquez sur « J'aime ». Chaque mention « J'aime » indique à YouTube de montrer cette histoire à davantage de personnes qui doivent comprendre ce qui arrive lorsque l'ingénierie se met au service du mal. Abonnez-vous pour d'autres explorations de lieux oubliés et activez les notifications afin de ne jamais manquer ces voyages dans l'histoire cachée. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez. Dites-nous si vous avez déjà exploré des lieux abandonnés qui vous ont fait réfléchir au passé. Notre communauté s'étend à travers le monde, unie par la curiosité pour les recoins sombres de l'histoire humaine. Merci d'avoir traversé ce tombeau de béton avec moi.